Henriette, est-ce que vous commencez? Voilà, oui. Écoutez, je pense que je vais revenir un petit peu sur l'histoire de la langue française et vous rappeler qu'il y a déjà eu en 1539 François Ier qui a décidé que dorénavant les textes seraient tous en français et non pas en latin. Alors à ce moment-là, les gens se sont inquiétés et se sont dit « Ah oui, mais attention, et nos patois ». En fait, ce n'était pas du tout contre les patois. Les patois ont continué à vivre leur belle vie jusqu'au moment de la Révolution française. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont gâtées. Car en 1794, l'abbé Grégoire a réellement fait sensation, disons, et a fait peur à tout le monde avec son discours sur la nécessité d'abolir les patois. Alors, bien sûr, c'était une décision qui a été suivie d'une autre décision, disons, c'est qu'il a été question d'enseigner le français à ces pauvres petits Français qui parlaient une autre langue, qui parlaient des langues autres. Hein. Il disait des langues étrangères, des langues vilaines qui venaient d'ailleurs. Enfin, c'était pas bien vu. Eh bien, le résultat, ça a été qu'on a essayé de trouver des instituteurs. Vous savez que le mot instituteur date du moment de la Révolution française. Avant, on disait le maître d'école, on disait le maître. On n'a pas trouvé suffisamment d'instituteurs sachant suffisamment le français pour pouvoir l'enseigner. Et donc, que s'est-il passé ? On a créé des écoles et c'est la naissance de l'école normale d'instituteurs qui a été faite pour enseigner le français aux enseignants, si j'ose dire, qui ne le connaissaient pas. Alors, bien sûr, à ce moment-là, les choses étaient mises en place, mais nous étions en 1794. Et que s'est-il passé avec les patois ? Ben, les patois, ils ont continué tranquillement. Ils ont continué tranquillement à vivre leur vie, car l'idée était de les abolir, était de les oublier. Il y avait eu une grande enquête qui avait été faite à ce moment-là pour poser la question aux gens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites, si on détruisait les patois. Alors il y a eu des réponses différentes, mais dans la même région, par exemple, il y a eu aussi bien une réponse du genre écoutez, le patois, on n'en a rien à faire, vous pouvez en faire ce que vous voulez, on va continuer à vivre tranquillement. Et puis à 10 km de là, quelqu'un a dit, mais il n'en est pas question. Si vous nous supprimez les patois, c'est comme si vous alliez nous supprimer le soleil, la vie et la joie de vivre. Voilà. Donc les patois ont continué à vivre leur belle vie jusqu'au moment de la Première Guerre mondiale. Et c'est là que les choses sont encore empirées. Car à ce moment-là, vous savez probablement que les régiments ont été formés localement et que chacun pouvait parler à cette époque-là. Tout le monde était bilingue en France, hein, à peu près. À ce moment-là, chacun pouvait parler son propre patois et se faire comprendre, après quelques minutes d'hésitation, du voisin. Parce que il y avait des petites différences, mais toutes petites qu'on pouvait dépasser. Ça, c'était vrai au début de la guerre. Mais comme vous savez aussi, très vite, il y a eu des regroupements puisqu'il y a eu beaucoup de pertes. Et à ce moment-là, les regroupements ont fait qu'il y avait des gens venant de régions beaucoup plus lointaines. Et il était plus difficile de se comprendre. Et qu'ont fait les soldats qui étaient là ? Eh bien, ils ont utilisé une langue qu'ils avaient apprise à l'école depuis quelque temps tout de même. L'école gratuite et obligatoire date de 1881, donc 1914. On avait appris le français à l'école. Donc, on a utilisé cette langue qu'on avait apprise plus ou moins, qu'on savait plus ou moins, et on l'a utilisée comme langue de communication facilitant la vie en commun. Rentrés chez eux, après 4 ans de guerre, les hommes ont continué à parler le français. Et petit à petit, les patois ont eu des ennuis, nous dirons, et c'est le cas à l'heure actuelle. Alors, à l'heure actuelle, que se passe-t-il ? À l'heure actuelle, la difficulté n'est pas la difficulté entre le français et les patois, puisque, évidemment, ils ont tous des ennuis à survivre.
La difficulté, c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons des langues voisines qui sont chez nous et qui ne sont pas des patois, c'est-à-dire ce ne sont pas des langues qui étaient là depuis toujours, qu'elles sont arrivées plus récemment, et il y a d'autres difficultés, disons, à se comprendre ou à apprendre cette langue française, quelquefois très loin de la langue d'origine. Tout à l'heure, vous parliez du livre que j'ai fait avec Bassam Baraké. Je voudrais quand même signaler que je ne l'ai pas fait toute seule, ce livre sur l'arabe, sur l'aventure arabesque, l'aventure de la langue arabe en Occident. Donc, on a bien sûr beaucoup de difficultés à essayer de mêler l'enseignement du français, l'enseignement de l'arabe. Mais bon. Que se passe-t-il avec ces langues de la colonisation ? On peut se poser la question, on peut se dire, oui, mais attendez, colonisation, mauvais souvenir, on a été mal traité, etc. Et moi, il me semble que cette situation, ce serait plutôt un avantage. Parce que finalement, depuis plus d'un siècle maintenant, cette langue française, les gens qui ont été colonisés, qui ont appris, en tout cas en ce qui concerne l'arabe, ils ont entendu cette langue depuis longtemps, ils la parlent bien, ils la comprennent bien, elle leur est familière, et donc c'est plutôt un avantage qu'un désavantage. Voilà. Et donc aujourd'hui, peut-être que cette langue qui est une langue venue d'ailleurs, peut-être qu'ils ont une certaine affection pour elle, parce qu'ils ont grandi avec, et peut-être qu'ils l'aiment presque autant que la langue de leurs parents. Voilà. Merci, chère Henriette. Donc une langue de communication, une langue qui, bien qu'étant la langue du colon, peut être finalement la langue de la cohésion, si j'entends bien ce que vous venez de nous dire. Alors peut-être passer à... Bravo.